Bonjour, je me prénomme Ruben et je suis enseignant. Alors, je suis devenu enseignant un petit peu par hasard. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais étudiant en DEA de langue française, j'ai eu un directeur de recherche qui s'appelait Georges Molinier. C'était un homme vraiment extraordinaire et qui était capable de vous transmettre le goût de sa matière, alors que la philologie est une discipline plutôt compliquée. Et au moment où j'ai été amené à soutenir mon sujet de mémoire, eh bien, il m'a demandé ce que je souhaitais faire plus tard. J'avais quelques petites idées, mais rien de bien concret. Et il m'a encouragé à devenir professeur. Il m'a dit que j'avais les capacités nécessaires pour cela. Au début, j'étais assez dubitatif. J'ai longuement hésité. J'avais quand même pas mal de rêves en tête, notamment celui de devenir écrivain. Mais bon, quand on débute, c'était pas ça qui nourrit. Et puis après mûre réflexion, je me suis dit pourquoi pas. On va tenter le coup. Et puis un autre argument qui m'avait fini par convaincre, c'était qu'à l'époque où j'étais collégien, j'étais un cancre. J'étais extrêmement mauvais, j'étais le dernier de la classe. J'avais à peu près 6 de moyenne et à peu près 5 de moyenne en français. Et ça s'était très mal passé, surtout en troisième. Au final, on m'a quand même permis de passer en seconde. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Et c'est en seconde que je me suis révélé, puisque là aussi j'ai été en contact avec des professeurs extraordinaires qui ont su me montrer que j'étais capable de faire de grandes choses et qui ont cru en moi et qui ont surtout accepté mes faiblesses, mes difficultés. Ça m'avait laissé un grand souvenir. Je me suis toujours montré reconnaissant envers ces enseignants. Et c'est aussi à cause de ça que je me suis dit, d'accord, on va tout tenter pour devenir enseignant. On va chercher un petit peu à aider les élèves en difficulté. On va chercher à leur transmettre un savoir qui, par la suite, leur sera grandement utile. Et puis, ce n'est pas seulement une question de savoir, c'est aussi le fait de contribuer à leur épanouissement. Donc tout cela, on fait qu'un jour, j'ai frappé à la porte du diocèse de Paris, puisqu'on m'avait recommandé l'enseignement privé sous contrat. J'ai rempli un certain nombre de formulaires, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis, c'était au mois de janvier, c'était en 2006, j'ai eu mon premier poste. C'était un lycée dans le 6e arrondissement. Et c'était assez bizarre, puisque à l'époque où j'étais élève, j'avais entendu le plus grand mal de cet établissement. Et je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds. Bon, en 10 ans, les choses avaient quand même bien changé. Et quand j'ai commencé, le premier jour, ça a été assez particulier parce qu'en fait, on m'avait pris pour un élève. C'est-à-dire que j'étais en t-shirt, en jean, en basket. Et à peine la première minute, je m'étais fait gronder par un surveillant. Il pensait que j'étais en retard. Et bon, j'ai un petit peu joué le jeu. J'ai dit, non, je suis pas élève. Il était là, non, mais tu te moques de moi, t'es en retard. Tu vas aller dans le bureau du CPE. Bon, au final, il a compris que je n'étais pas élève. Hein, il a quand même fallu pas mal argumenter. Et ensuite, j'ai découvert ma première classe. Et j'étais tellement nerveux qu'au moment d'écrire mon nom, j'avais cassé la craie. Déjà, ça partait plutôt mal. Et ensuite, il a fallu faire le discours introductif. Bonjour, je m'appelle Untel. À moi la charge de vous enseigner le français pour le reste de l'année. Et à la fin de cette première journée, j'ai eu quand même un sentiment assez mitigé. J'étais heureux parce que j'étais confronté à des élèves, c'était des élèves de première essentiellement, et je me sentais utile. Enfin, j'allais contribuer à leur vie future, mais en même temps nerveux parce que juste la semaine suivante, on m'avait dit qu'il fallait préparer des interrogations écrites, des devoirs. Et ça, c'est quelque chose d'assez effrayant. Quand vous êtes amené d'une part à préparer des sujets,
parce qu'on ne sait pas exactement sur quel pied danser avec les élèves. Et puis c'est surtout toute la partie correction du devoir. Est-ce que je vais être juste? Comment vais-je m'y prendre? Ai-je vraiment les capacités pour ça, l'intelligence nécessaire? Donc ça avait été une première journée assez mitigée, sachant d'autant plus qu'on m'avait confié des élèves qu'on appelait les élèves du soir, c'est-à-dire des élèves qui étaient en échec scolaire. C'était des jeunes adultes, hein, ils avaient à peu près entre 18 et 25 ans, et cet établissement leur offrait une seconde chance de réussir. Et la particularité, c'est que nous avions cours de 16 heures à 22 heures. Et dans mon emploi du temps, il y avait un soir où je finissais à 22 heures. Et là, évidemment, on fait un petit peu la grimace, parce qu'on se dit, bah là, ce soir-là, je ne vais pas pouvoir sortir, aller faire la fête avec les amis, aller au cinéma, et non, à 20h, 21h, je vais être amené à faire cours. Enseigner, c'est quand même quelque chose de bien spécifique. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à y donner toutes sortes de définitions. Bon, pour ma part, enseigner, c'est d'abord transmettre des connaissances. C'est veiller à ce qu'ils aient une certaine culture dans la matière qu'on est censé leur dispenser. Pour moi, ça a été le français, puisque j'avais fait des études de lettres et que pour moi, c'était une grande passion. Et par la suite, on se rend compte que c'est bien plus que transmettre des connaissances. Enseigner, c'est aussi rassurer les élèves, surtout quand on a affaire à des élèves qui, pour la plupart, se sentent complètement déboussolés, en perte de repères, des élèves qui ne croient plus en eux-mêmes. Donc aussi, nous sommes là pour les rassurer, pour leur dire qu'effectivement, ils valent quelque chose. Et c'est en ce sens que le fait de travailler dans un établissement confessionnel est un plus, puisque là aussi, on cherche à humaniser les rapports que l'on peut entretenir avec les élèves. Enseigner, c'est donc transmettre des connaissances, et puis c'est rassurer. Et c'est aussi, on va dire, une façon de se rendre utile à quelque chose. Il y a un lien qui se crée avec les élèves d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça peut être extrêmement compliqué. Ils ont des moments de doute, et nous aussi d'ailleurs, en tant qu'enseignants. Je me souviens par exemple d'élèves qui, parce qu'ils avaient une succession de mauvaises notes, à un moment donné finissaient par péter un plomb. Et ça devenait assez tendu. Ça devenait tendu. Ils étaient capables de se lever en plein milieu du cours et puis à dire « bon, bah, c'est bon, j'en ai marre, je pars, vous m'embêtez tous ». Là aussi, il faut être capable de prendre je dirais pas les mesures qui s'imposent, mais bon, les décisions les plus justes. Surtout ne pas être sévère. C'est ma vocation en tant qu'enseignant, c'était pas de faire la police. Par exemple, les heures de colle, les exclusions, je crois que de toute ma carrière, je n'en ai jamais donné. Je tendais d'abord à privilégier les conversations, le dialogue, et en ce sens, ça a plutôt bien marché, puisque l'élève qui semblait plutôt récalcitrant, bah, à un moment donné, on finit par crever l'abcès, et ça marche plutôt pas mal. Alors cette année, ça fera ma 9e année d'enseignement. Je suis donc passé par des établissements, on va dire, plutôt bien situés dans Paris, le 6e arrondissement, le 13e arrondissement. Et puis, le dernier établissement que j'ai fait, c'était dans le Val-de-Marne. Bon, je n'ai pas vraiment été confronté à des violences extrêmes. Malheureusement, il y a beaucoup de collègues qui, eux, sont vraiment dans des zones extrêmement difficiles, où là, tous les jours, ils vont au travail avec la boule au ventre. Je ne peux pas dire que lorsque je me réveillais le matin, j'avais cette peur de me rendre sur mon lieu de travail. J'avais affaire à des élèves qui pouvaient être taquins, qui pouvaient être de bonne humeur comme ils pouvaient être de très mauvaise humeur pour différentes raisons. J'ai parfois été confronté à des situations difficiles, tendues avec des élèves pour toutes sortes de choses. Ça pouvait être par exemple 2 élèves qui, en plein milieu de mon cours, voulaient en découdre parce qu'ils étaient amoureux de la même fille.
Et évidemment, je parlais de Roméo et Juliette à ce moment-là. Donc peut-être qu'effectivement, j'étais un petit peu à la cause de ça. Après, il y a toujours le cas de l'élève qui, en accumulant les mauvais résultats, à un moment donné, finit par s'énerver. Donc là aussi, il faut être capable de le raisonner. Mais auprès des élèves, vraiment être confronté à quelque chose de très fort, physiquement, je ne peux pas dire que ça a été mon cas. En même temps, je suis plutôt costaud, donc ils n'osaient pas trop me défier en ce sens. En revanche, la violence, je l'ai peut-être assez ressentie du côté des parents. C'est peut-être eux que je redoutais le plus, finalement. Parce que nous étions dans l'enseignement privé sous contrat, donc les parents paient parce qu'ils attendent quelque chose, et ils se comportent un petit peu comme des clients mécontents lorsqu'il y a des choses qui ne leur plaît absolument pas. Et lorsque j'ai été amené à les avoir au téléphone ou alors face à face dans le cadre de réunions, ça pouvait être extrêmement tendu. Alors bon, là aussi, grâce à mon physique d'athlète, mon physique de boxeur, ça n'était pas très violent, mais oui, dans le ton, dans la façon de parler, on pouvait y mettre allez, 1 heure, alors que l'entretien n'était censé ne durer que 10 minutes. J'ai par exemple eu une fois une mère de famille, et ça c'était absolument stupéfiant, qui me criait dessus parce que je donnais des livres à lire aux élèves. Seulement elle n'avait toujours pas compris que j'enseignais le français. Et que si on enseigne le français, on est un petit peu obligé de passer par ça. J'ai aussi eu affaire une fois à un père de famille qui souhaitait, et c'était à l'époque où j'avais obtenu une responsabilité au sein de cet établissement, un père de famille qui voulait que j'exclue son enfant, parce qu'il le considérait comme un bon à rien. Je l'avais eu à peu près pendant une demi-heure au téléphone, et il cherchait vraiment à trouver toutes sortes d'arguments fallacieux pour que je l'exclue. Et à un moment donné, il m'avait même menacé de me faire un procès. C'est pour je ne sais quelle raison, là aussi une raison absolument farfelue. Mais cette violence, oui, je l'ai surtout ressentie auprès de certains parents. C'est ça qui peut paraître paradoxal finalement, puisque lorsqu'on est enseignant, on pense que le plus difficile, ce sera avec les élèves, et pas du tout. Pour moi, ça a été avec les parents. C'est à tel point que certains me surnommaient le Dr House. À un moment donné, je finissais par les envoyer balader. Mais bon, c'est vrai que parfois ça laisse de mauvais souvenirs, mais en même temps, il ne faut surtout pas oublier que si on fait ce métier, c'est d'abord pour les jeunes, pour les élèves. Et les élèves, on peut dire qu'ils sont quelque part attachants. Hein, c'est un néologisme que j'utilise fréquemment. Pourquoi ? Parce que oui, parfois, avec leurs questions absolument grotesques, on a envie de s'énerver. J'ai déjà eu affaire une fois à un élève qui m'avait demandé, et le plus sérieusement du monde, c'était un élève de 4e. Mais monsieur, est-ce que Louis XIV, c'est avant ou après Louis XVI ? On se demande, est-ce que c'est une caméra cachée, est-ce qu'il est sérieux ou pas, et on sent qu'il est sérieux, il n'est même pas dyslexique. Ou alors on a parfois en lisant des copies, des choses absolument invraisemblables. Par exemple, Victor Hugo, s'il a écrit Notre-Dame de Paris, c'était un élève de 5e, c'est parce qu'il avait été touché par le film de Disney. Bon, c'était pas un bon élève, mais je pense qu'une carrière pouvait s'offrir à lui en tant que comique. Ça, en revanche, ça pouvait marcher. Mais oui, ce sont des élèves attachants parce qu'ils peuvent être pénibles et puis même dans leurs difficultés, ça nous touche. Et surtout une matière comme le français. Le français, c'est sans doute la matière la plus ingrate à enseigner. Ne serait-ce d'abord par le volume des devoirs. Lorsque j'ai affaire à des élèves de première et que je leur donne un sujet type bac, je peux passer facilement une demi-heure là-dessus, à corriger le moindre défaut. Et le souci, c'est que lorsqu'on enseigne le français, on ne peut pas faire abstraction des fautes d'orthographe. Et ça, malheureusement, avec l'émergence de Twitter, des SMS, des téléphones portables, de l'Internet, on a droit à toutes sortes de choses. Et ça, c'est dramatique.
C'est dramatique. Une fois, je me souviens, je leur avais demandé de rédiger une lettre à l'époque d'Alexandre Dumas. Et j'avais droit à des phrases type texto. Donc vous avez comme ça 3 lettres. On ne sait pas trop d'où elles sortent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On se décourage. Après, parfois, un petit moment, on se dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, c'est voulu. Hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à un élève qui est un véritable génie littéraire. Il a voulu apporter un profond changement dans la langue française. Et en final, on se rend compte que pas du tout. Pas du tout. Il a du mal à écrire, à s'exprimer correctement. Le français, oui, c'est vraiment quelque chose d'ingrat parce qu'il faut surveiller cette orthographe, la grammaire. Quand j'étais élève, j'étais pas très bon en grammaire. Ça, quand même, je dois le confesser. Et puis, il y a aussi le fait de veiller à ce qu'ils aient une bonne culture générale. Lorsque je suis amené à étudier, par exemple, avec eux, avec les élèves de première, un texte de Voltaire, ils doivent savoir ce qu'est, par exemple, le siècle des Lumières. Quels sont les philosophes incontournables de cette époque. Donc c'est un tout. C'est un tout. Oui, parfois c'est désespérant. Quand on se dit qu'un bon élève, la copie qu'il vous rend, vous en avez à peu près allez, pour 10-15 minutes de correction, et qu'un mauvais élève, c'est une demi-heure, parce que là aussi, il faut réussir à décrypter ce qu'il a écrit. Ils écrivent plutôt de manière illisible. C'est difficile. C'est difficile. Parfois même, ça m'est arrivé de dire, bon ben, au bout d'une copie, j'en ai marre, j'arrête. En plus, avec toujours le fameux stylo rouge, bon, j'essayais un petit peu de varier, mais les élèves, ils se perdaient avec ça. Donc, je suis revenu au stylo rouge. Mais bon, c'est compliqué. Et c'est là où j'en veux quand même pas mal à notre système éducatif. Déjà, quand on parle du ministère de l'Éducation nationale, pour moi, on devrait plutôt parler d'un ministère de l'instruction. Puisque moi, en tant qu'enseignant, je suis là pour instruire, pour transmettre un savoir. L'éducation, ça relève des parents, plutôt. Et j'ai l'impression qu'on est amené à faire un petit peu tout, c'est-à-dire à jouer le rôle du professeur, mais aussi à être un parent de substitution. Et ça, ce n'est pas ma vocation. À aucun moment, je n'ai été formé pour remplir cette tâche. Ce n'est pas à moi, par exemple, de leur apprendre la politesse. Donc oui, je crois que quand on a affaire à quelqu'un qui souhaite devenir professeur, il faudrait peut-être d'abord le prévenir de ce qu'il attend. Hein, de lui dire, bah oui, ça peut être de bonnes choses, des rencontres agréables, comme aussi des choses moins évidentes et plus difficiles, et tu seras amené à faire des choses dont tu n'auras pas envie de faire et que surtout tu n'es pas censé faire. C'est vrai que bon, j'ai parfois affaire à des élèves qui me prenaient un petit peu pour un père de substitution. Combien de fois j'ai été amené, par exemple, dans les escaliers à tenter de consoler un élève parce que ça n'allait pas pour telle ou telle chose. Mais bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est quand on les voit s'épanouir. Je dis pas réussir. Je ne dis pas réussir. Parce que réussir, pour beaucoup de personnes, c'est le fait de travailler dans un bureau. Et de voir qu'un élève travaille dans un bureau, ça m'est complètement égal. Ce que je veux d'abord, c'est qu'un élève s'épanouisse, qu'il se sente bien dans ce qu'il s'apprête à faire. On peut très bien être serveur, cuisinier, et être heureux. Pas besoin de travailler dans un bureau. Et j'ai l'impression, malheureusement, que pour certains responsables, la réussite, c'est d'abord être dans un bureau. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas particulièrement. À un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que je ne ferais pas toute ma carrière dans l'enseignement. Pour moi, il y a eu une espèce de déclic. C'est que lorsque j'étudiais parfois un texte, un poème, ça m'est arrivé de poser la question suivante aux élèves. Que voulez-vous faire plus tard ? Est-ce que vous voulez vivre vos rêves ou alors vivre dans vos rêves ? Et je leur posais cette question, donc ils étaient amenés à réfléchir,
Oui, alors donc, je voudrais devenir, moi, je ne sais pas, par exemple, euh, cuisinier, parce que bon, c'était le cas. Est-ce que vraiment ça va pouvoir se produire? Je voudrais devenir pilote de ligne, est-ce que ça va vraiment pouvoir se faire? Et puis il venait me voir en me disant, bah écoutez monsieur, la question que vous m'avez posée, ça, ça a provoqué en moi quelque chose, et je vais vraiment m'en donner les moyens pour que ça puisse se réaliser. Et à un moment donné, l'arroseur finit par se faire arroser. Le professeur que j'étais s'est posé la question, est-ce que je suis en train de vivre mon rêve ou en train de vivre dans mes rêves? Mon rêve à moi, c'était de devenir enseignant. C'était le côté un petit peu Robin Williams, finalement, hein, le professeur du cercle des poètes disparus, celui qui était capable de dire à ses élèves « apprenez à réfléchir par vous-même ». Et c'est vrai que là, ça a suscité toutes sortes d'interrogations. Est-ce que vraiment j'ai réussi ma vie? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Est-ce que moi aussi je pourrais m'épanouir en restant dans l'enseignement? Quand je voyais par exemple des collègues qui avaient à peu près une quarantaine d'années mais qui semblaient en avoir une soixantaine, ça devient un petit peu effrayant. D'autres qui, à l'approche de la retraite, n'hésitaient pas à prendre des congés parce qu'ils avaient de plus en plus de mal à aller jusqu'au bout. Et il fallait me rendre à l'évidence, ce n'était absolument pas mon rêve. C'était certes quelque chose de très fort, hein, de passionnant, on se rend utile, mais mon rêve, c'était de pouvoir écrire un livre. Et puis, bah, j'ai pris cette décision d'arrêter momentanément l'enseignement et de me consacrer à ce projet complètement farfelu d'écrire un ouvrage, un essai sur les personnalités noires oubliées de l'histoire de France. Ce sujet, je l'ai eu grâce à un professeur de ma jeunesse. C'était mon professeur d'histoire-géographie de terminale. J'avais 17 ans et dans le cadre d'un exposé à faire sur les institutions de la Ve République, elle nous avait demandé de faire un certain nombre de recherches. Et à cette époque, il n'y avait pas encore l'Internet. Il y avait de bonnes vieilles encyclopédies. Il fallait aller dans les bibliothèques pour pouvoir trouver ce qu'on voulait. Et en ouvrant un livre, je suis tombé sur une photo, celle d'un personnage qui était présenté comme le président du Sénat durant les années 60. Et il avait quelque chose qui m'avait vraiment perturbé, c'est qu'il était noir. Ça peut paraître bizarre, mais bon, c'était quand même à une époque où on nous montrait que des Noirs qui étaient musiciens, sportifs, artistes, c'était des modèles de réussite. Seulement, ce président du Sénat, noir, je n'en avais jamais entendu parler. Et malgré l'évidence, hein, à travers cette photo, j'ai quand même demandé confirmation auprès de mon professeur d'histoire. Mais madame, Gaston Monerville, il était noir? Ça pourrait presque faire un sketch quelque part. Et elle m'a répondu oui. Et dès lors, je me suis mis à faire toutes sortes de recherches, même à l'époque où j'étais étudiant en lettres, c'était vraiment une passion. Vous croisez un nom, et ensuite ça en amène un autre, c'est un petit peu comme une espèce d'enquête. Et au final, j'avais collecté à peu près des milliers de pages sur ces personnages, et ça m'a donné matière à faire ce livre. Parmi ces personnages, il y avait par exemple Félix Éboué. Je connaissais la station de métro Daumesnil, Félix Éboué, mais je ne savais pas qui c'était. J'ai découvert que ça avait été l'un des premiers résistants au moment de 39-40. Ça a été le premier gouverneur qui s'était rallié au général de Gaulle. Et grâce à lui, la France libre a eu un endroit où regrouper ses troupes. J'ai également découvert le maire noir de Paris, qui s'appelait Severino de Heredia, qui était petit-fils d'esclaves cubains, et à qui l'on doit, à Paris, la création des bibliothèques municipales. Il y a également eu Georges Nicolo, un Guadeloupéen, qui est l'inventeur de la télévision moderne, c'est-à-dire qu'il a inventé le procédé qui permet de recevoir plusieurs chaînes dans un poste de télé. Et j'estimais que tous ces personnages devaient être dévoilés au plus grand nombre. Et là, quelque part, c'est peut-être encore le côté enseignant.
parce que je crois que lorsqu'on est enseignant un jour, on l'est toujours. Ce livre que j'ai écrit, Noir, Blanc, Rouge, c'est une arme contre l'ignorance. C'est ça qui m'a aussi motivé à faire en sorte qu'il puisse voir le jour. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans notre société que l'ignorance, puisqu'elle est la source de tous les maux qui malheureusement nous frappent, que ce soit le racisme, la xénophobie, l'homophobie et autre chose. Si nous n'avons pas les armes nécessaires pour lutter contre cela, à ce moment-là, on est une société qui dépérit. Et c'est quelque chose d'absolument affreux, d'effroyable, de se dire que par manque d'ignorance, on est incapable de voir au-delà du bout de son nez. Et c'est sans doute ça ma fierté d'avoir écrit Noir, Blanc, Rouge, puisque à travers ces phrases, à travers ces biographies, les gens se rendront compte que vivre ensemble, c'est quelque chose de tout à fait possible. J'avais envie vraiment de dévoiler ces personnages. Ça a été des heures et des heures d'écriture. Alors évidemment, j'avais pris des précautions pour pouvoir vivre confortablement, puisque quand même, quand on arrête d'enseigner, c'est un sacré challenge. J'ai frappé aux portes de plusieurs éditeurs, à peu près une trentaine. J'ai eu 30 refus, jusqu'au jour où on rencontre une bonne fée qui finit par vous ouvrir une porte. Et puis, il y a la parution de ce livre Noir, Blanc, Rouge, 35 Noirs oubliés de l'histoire de France. Et le jour où il a été publié, ça a été une sacrée fierté. Et l'une des premières choses que j'ai faites, ça a été de retrouver mon professeur d'histoire. Je lui ai donc dit que j'étais devenu enseignant. Elle m'avait répondu que ça ne l'avait absolument pas étonné, puisque moi-même, quand j'étais élève, j'avais un peu cette tendance à aider mes camarades de classe. Et puis, je lui ai présenté ce livre, et ça l'avait profondément émue, parce qu'elle s'apprêtait à prendre sa retraite. Elle vivait là ses derniers jours d'enseignant. Et elle m'a dit, grâce à toi, Rouben, je me suis rendu compte que j'avais été utile à quelque chose. Et je crois que c'est ça qui est très fort lorsque l'on est enseignant, c'est cette sensation d'avoir été utile.